Mes chers compatriotes, je voudrais vous parler d'un sujet qui préoccupe beaucoup les Français, en tout cas une grande majorité des Français d'après les sondages, et qui est la question de l'immigration. Je voyais qu'un sondage très récent indique que, je crois, il y a 75 ou 77% des Français qui estiment que le gouvernement ne combat pas suffisamment l'immigration illégale. Alors c'est un sujet, pas besoin de le dire, tout le monde le sait, c'est un sujet extrêmement délicat, parce que d'abord, il touche à des êtres humains, donc il est difficile d'avoir des solutions de type Yaka-Faucon. Deuxièmement, c'est un sujet qui est un marqueur aux yeux des grands médias, de la presse et de la scène politique française. C'est un marqueur qualifié d'extrême droite. C'est-à-dire que si vous voulez prendre des positions de fermeté, aussitôt, on va vous coller le principe de la qualification d'extrême droite, ce qui est complètement abusif. Faut pas exagérer. Il suffit de regarder dans le monde entier quelles sont les politiques vis-à-vis de l'immigration. Et y compris dans les pays du Sud, d'ailleurs. Parce que ça fait partie de ce que les Français adorent faire, du moins les dirigeants français, c'est d'accabler le peuple français de tous les torts, comme si nous étions des scrognonieux, mais en réalité, dans la quasi-totalité des pays du monde, les politiques sont beaucoup plus sévères que ne le sont les politiques françaises, qui sont en fait des politiques un petit peu de chiens crevés au fil de l'eau. Alors, si j'en parle, c'est parce que il y a deux événements qui ont occupé la scène et qui occupent la scène médiatique en ce moment. Le premier, ce sont les prétendus sauvetages en mer des migrants en Méditerranée opérés par un navire qui s'appelle l'Ocean Viking et qui remplace un navire précédent qui s'appelait l'Aquarius. Je vais y revenir. Et puis l'autre phénomène, c'est ce qui se passe en ce moment dans le département de Mayotte, qui se trouve dans l'océan Indien, au débouché du canal de Mozambique et qui fait partie de l'archipel des Comores. L'archipel des Comores est constitué de 4 îles. 3 ont voté pour l'indépendance en 1976, sont devenus un pays indépendant. Le 4e, l'île de Mayotte, qui d'ailleurs avait une histoire déjà spécifique parce qu'elle avait une histoire déjà différente des 3 autres, elle a voté pour le maintien dans la République française en 1976. Et puis Nicolas Sarkozy en a fait un département, ce qui est sans doute une décision très malheureuse, mais ça c'est une autre histoire. En tout cas c'est comme ça. Alors qu'est-ce qui se passe ? Eh bien il se passe que de nouveau on a affaire à des flux migratoires non maîtrisés. S'agissant des migrants en Méditerranée, quiconque regarde cette affaire d'un petit peu près et sans a priori ne peut être frappé que d'une chose, c'est que les mots qui sont utilisés sont des mots faux. Ce ne sont pas des migrants qui ne sont pas en situation de naufrage, ce ne sont pas des opérations de sauvetage. En réalité, c'est pas comme ça que les choses se passent. Alors on peut traiter le discours que je vais dire ici d'être d'extrême droite, mais ça n'est pas le discours d'extrême droite, c'est le discours de la vérité. Tout le monde le sait, il suffit de regarder ce qui se passe. Ce qui se passe, c'est que nous avons une association qui s'appelle SOS Méditerranée, une ONG, qui affrète un navire qui s'appelle Ocean Viking et qui va à 10 ou 15 kilomètres des côtes libyennes. Il n'est pas du tout à 10 ou 15 kilomètres des côtes françaises, ni même en plein milieu de la Méditerranée. Et regardez une carte, le navire a fait 98% du trajet pour aller en fait prendre des migrants à son bord pour les amener en France. On sait qu'il y a des passeurs qui prennent ces personnes sur les rivages et qui les emmènent à 15 ou 20 kilomètres en dehors des eaux territoriales et qui là les font monter à bord de ces navires. Il y a d'ailleurs Frontex qui avait diffusé des vidéos en la matière. Ensuite, normalement, le droit de la mer, parle du droit de la mer. Le droit de la mer, il impose que lorsqu'il y a des personnes qui sont sauvées en mer, on les amène au port le plus proche. Or, le port le plus proche, ce sont des ports tunisiens ou éventuellement des ports italiens, mais qui sont plus loin. Donc, normalement, le droit de la mer devrait faire que de déposer ces migrants en Tunisie. Non, et en fait, ça n'est pas du tout de ça qu'il s'agit. Il s'agit en fait d'un navire qui s'est auto-chargé, qui s'est fixé lui-même comme opération, comme action d'aller chercher des personnes que lui donnent des passeurs et de les emmener sur le littoral italien ou sur le littoral français. Alors donc ce ne sont pas des opérations de sauvetage, ce sont en fait des opérations de passeurs, de clandestins. Voilà.
Alors bien sûr, on présente ça d'une façon, dans les médias, d'une façon dramatisée, etc. Il faut regarder d'un petit peu plus près. Si j'ai bien vu dans le dernière affaire en date, il y avait quelque chose comme 250 personnes à bord. Si j'ai bien compris, il y avait 90% de jeunes hommes. Ça veut donc dire qu'en fait, ce ne sont pas des familles, il y a très peu de femmes, il y a très peu d'enfants, ce sont essentiellement des hommes jeunes qui viennent chercher fortune, évidemment, en Europe occidentale et en France. C'est clair comme de l'eau de roche. D'ailleurs, en général, pour être arrivé jusque sur les rivages de la Libye, il faut avoir mis de l'argent de côté pour pouvoir venir de certains pays plus au fond de l'Afrique, notamment de l'Afrique de l'Est, de l'Éthiopie, de l'Érythrée, etc., ou de la Somalie, pour arriver jusque-là. Donc il faut avoir mis de l'argent de côté. Donc dans cette situation où en fait tous les mots sont truqués, il faut aller aussi voir que nous n'avons pas affaire à quelque chose qui est conforme aux droits de l'homme. Je rappelle que la Déclaration des droits de l'homme a posé en son article 6 le principe fondamental que la loi est l'expression de la volonté générale. Et donc, tous les républicains doivent favoriser le règne de la loi. C'est la loi qui doit s'imposer pour assurer, justement, le bon fonctionnement d'une société. Il est d'ailleurs notable que il y avait un moine dominicain qui s'appelait Henri Lacordaire, qui avait été député en 1848, donc une soixantaine d'années après la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, et qui avait siégé en 1848 à l'extrême gauche, était un gauchiste de l'époque, et qui a eu une formule qui est assez célèbre et que beaucoup devraient méditer. Il disait: entre le fort et le faible, entre le riche et le pauvre, c'est la liberté qui opprime et la loi qui affranchit. C'est-à-dire que lorsqu'on ne respecte plus une loi, eh bien on donne d'un seul coup un déséquilibre général à une société et en fait, au bout du compte, on aboutit à la loi de la jungle. Or, c'est exactement ce qui se produit. La France, elle a des lois. Elle a des lois quant à l'entrée sur son territoire. Les personnes dont on parle sont des gens qui n'ont pas voulu entrer en France en demandant une autorisation, c'est-à-dire les visas d'entrée. Ou alors, s'ils l'ont demandé, ça leur a été refusé. À partir du moment où ils n'en ont pas, ou ceci leur a été refusé, c'est-à-dire les travaux de l'État, des services de l'État ont été effectués, militer pour que ces personnes entrent quand même en France, c'est militer contre le règne de la loi. C'est militer pour la loi de la jungle, c'est considérer que les services consulaires n'ont pas bien fait leur métier. C'est considérer que la loi n'est pas juste, elle n'est pas bonne, etc. Mais si on considère qu'une loi n'est pas juste et n'est pas bonne, eh bien il faut à ce moment-là faire campagne électorale et de proposer un programme pour modifier la loi. Mais ça n'est pas là changé par des associations qui sont là pour contourner la loi. Or, c'est bien de cela qu'il s'agit. Il s'agit bien pour cette société, cette ONG SOS Méditerranée, d'organiser un trafic de clandestins pour contourner la volonté générale, donc pour s'opposer à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Je signale d'ailleurs que contrairement à ce que l'on nous dit, ça n'est pas du tout une opération exceptionnelle. Il y avait, je l'ai dit tout à l'heure, le bateau Aquarius, maintenant c'est l'Ocean Viking. On estime que depuis 2016, il y a 32 500 personnes qui ont ainsi été transbordées d'une rive de la Méditerranée à l'autre par ces navires qui sont des navires de passeurs de clandestins. 32 500, ça n'est pas rien. C'est d'ailleurs d'autant moins une opération exceptionnelle que si l'État voulait s'y opposer, il aurait dû arraisonner le navire, à supposer que ce soit une opération exceptionnelle. Il faisait descendre les personnes sur le littoral français, mais il arraisonnait le navire et éventuellement il le coulait. Ou en tout cas, il en privait de propriété l'association SOS Méditerranée. C'était une saisie de la même façon que lorsqu'une voiture fait du 200 km/h sur une autoroute, la police saisit la voiture parce que c'est contraire à la loi. Mais c'est pas du tout ce qui se passe, puisqu'à chaque fois, le navire est remis aux gens qui le pilotent et le navire repart faire la Noria. C'est encore ce qui s'est passé cette fois-ci. Je voudrais dire encore deux mots. C'est que cette ONG SOS Méditerranée n'agit pas dans la pénombre.
Elle bénéficie de fonds, et notamment de fonds publics, en particulier du département des Pyrénées-Orientales, du département du Finistère ou de la ville de Paris. Il est quand même extraordinaire, et les Parisiens doivent savoir qu'au moment même où la ville de Paris est dans une situation financière catastrophique, plus de 7,7 milliards d'euros d'endettement, qui fait que certains se demandent s'il ne va pas falloir mettre une tutelle sur la ville de Paris. Au moment où la situation est telle que Mme Hidalgo a décidé d'augmenter de plus 52% en un an la taxe foncière due par les habitants qui possèdent un appartement à Paris, eh bien, dans le même moment, on apprend que la ville de Paris a décidé de reconduire une subvention de 100 000 euros à SOS Méditerranée. Donc une subvention qui est destinée à financer cette association qui va chercher des migrants pour les amener en France pour contourner et le consulat de France dans les pays concernés qui a refusé de donner les papiers nécessaires et de contourner la loi sur l'entrée sur le territoire français. Et deuxième chose à dire, les pouvoirs publics savent très bien quelle est cette association, cette ONG, puisque cette ONG, qui bénéficierait d'ailleurs, semble-t-il, de fonds européens et de fonds de l'Open Society de George Soros, eh bien cette association, par ailleurs, a été déclarée, elle a reçu le prix du citoyen européen, du citoyen de l'Union européenne, en 2016, et elle a reçu en 2018 le label Grande cause nationale du gouvernement français. Grande cause nationale. On a donc cette situation vraiment incroyable, en fait, anarchique, disons-le, d'un État avec des collectivités locales qui subventionnent ou qui récompensent, qui honorent l'action d'une association qui en fait se présente comme une association de sauvetage en mer de personnes nécessiteuses et qui en réalité fait du trafic de migrants illégaux de façon continuelle et régulière, moyennant d'ailleurs des ententes avec les passeurs locaux qui se font d'ailleurs beaucoup d'argent sur les populations concernées. Je crois que ça doit n'exister à peu près nulle part ailleurs au monde, y compris et surtout dans les pays dont on nous dit grand bien à longueur de journée, comme par exemple les États-Unis d'Amérique. Je pense que ce genre de choses témoigne en réalité d'un dérèglement complet du fonctionnement de l'État et du fonctionnement de la République. Alors, ce problème prend quand même des proportions considérables parce que pour les personnes qui bénéficient de ce système, elles comprennent quelque chose, c'est que l'État en France est en fait complètement dysfonctionnel, qu'il n'y a plus d'autorité nulle part. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, on a vu arriver sur les 250 et quelques migrants qui sont arrivés, qui ont été débarqués en France, on a vu qu'il y en a une quarantaine qui se sont échappés, évaporés dans les heures suivantes, qui ont quitté le site d'hébergement où ils étaient, paraît-il, encadrés par des forces de l'ordre. Ils sont partis rapidement. Il est vrai que ce sont des hommes jeunes, enfin, dans la force de l'âge, et qui ont traversé une partie du continent africain. Donc c'est pas les maigres forces de l'ordre qu'on met autour d'un centre d'hébergement du côté de Giens sur la Côte d'Azur qui vont les empêcher de partir. Les autres ont été, il y en a qui ont été déboutés du droit d'asile, il y en a qui ont été acceptés, il y en a qui ont donc reçu une OQTF, c'est-à-dire une obligation de quitter le territoire français. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que la France, là aussi, est un pays complètement dysfonctionnel par rapport à ce qu'on retrouve partout ailleurs dans le monde, puisque les obligations de quitter le territoire français, en fait, bénéficient d'un laxisme extraordinaire. Si vous êtes frappé par cette obligation de quitter le territoire, vous avez 30 jours pour régulariser votre situation, c'est-à-dire pour partir. 30 jours pour organiser votre départ. Il est bien évident qu'en 30 jours, vous avez tout le temps soit de vous échapper, de partir dans la nature, soit parce que vous avez des associations qui sont elles aussi financées par l'État et qui donnent à ces migrants tous les artifices possibles pour essayer de faire surseoir la décision qui a été prise par un juge.
de quitter le territoire national. Donc les jeunes, par exemple, vont détruire leur papier d'identité, à supposer qu'ils en eussent sur eux, et donc ils vont dire qu'ils ont 16 ou 17 ans, alors que parfois ils en ont 25, c'est possible. À partir du moment où ils sont mineurs, on n'a plus le droit de les expulser. D'autres vont dire qu'ils sont persécutés dans leur pays d'origine et vont déposer une demande d'asile, ce qui va faire qu'il va y avoir une instruction qui va qui va s'engager, qui va prendre des semaines et des semaines ou des mois, donc la personne en fait va rester en France. Les troisièmes, eux, vont discuter, vont attaquer la décision qui a été prise, vont se pourvoir devant le tribunal administratif. Enfin bref. Tout est fait en réalité pour que les obligations de quitter le territoire national ne soient pas suivies des faits. Elles sont tombées actuellement à un niveau de l'ordre de 5%. 95% des personnes qui entrent illégalement en France, qui sont rattrapées et à qui on demande de quitter le territoire national, 95% ne le font pas et restent en fait en France. Ce qui d'ailleurs d'une certaine façon est assez logique. Comment voulez-vous que des gens qui sont venus en France de façon illégale, qui ont bravé la loi, qui sont introduits en parfaite connaissance de cause, sans avoir les papiers ni les visas nécessaires, comment pouvez-vous penser que cette personne d'un seul coup va se convertir à un strict respect de la loi et va se dire « Ah bah oui, si je dois partir sous 30 jours, il faut que je fasse très attention ». Non, ça ne marche pas comme ça. J'ajoute que nous sommes dans l'espace Schengen et que les personnes concernées, à partir du moment où elles sont sur le territoire national, même si elles sont frappées par une obligation de quitter le territoire français, peuvent librement circuler. La seule contrainte maximale qui pèse sur elles, c'est lorsque un préfet décide, il peut décider, il peut aussi ne pas le faire, mais parfois des préfets veulent surveiller le processus d'un peu plus près, il peut demander, dans la plus grande surveillance, c'est que la personne frappée d'une obligation de quitter le territoire français doit se présenter 3 fois par semaine maximum dans un commissariat de police ou dans une gendarmerie ou dans une préfecture ou une sous-préfecture. Ça veut dire qu'il suffit, vous vous présentez une fois et puis après vous partez et puis vous avez la voie est libre. Et vous circulez librement dans l'espace Schengen. Vous pouvez par exemple vous rendre en Belgique, vous rendre aux Pays-Bas, vous rendre en Suède, vous rendre dans des pays très lointains. Vous allez disparaître dans la nature. Vous pouvez d'ailleurs aussi vous rendre en Italie. Et de ce point de vue-là, je voudrais pointer encore un faux semblant dans le débat qu'il y a, puisque M. Darmanin accable le gouvernement de Mme Meloni parce qu'elle a refusé de prendre les 250 personnes à sa charge. Aussitôt, en France, vous avez le Rassemblement national qui se prévaut de la politique de fermeté de Mme Meloni. Mais tout ça, c'est de la commedia dell'arte. Puisque les personnes qui sont arrivées en France peuvent demain se retrouver à Milan. Il suffit de faire de l'autostop le long de l'autoroute et on passe totalement librement entre Menton et Vintimille en Italie. D'ailleurs, Madame Meloni, elle a fait des déclarations comme ça, elle a refusé, mais Salvini avait fait la même chose il y a quelques années. Alors la presse avait pu d'un seul coup titrer sur l'extrême droite, etc. Mais en fait, c'était rien. Madame Meloni a fait savoir qu'il y a plus de 9600 clandestins qui sont en Italie et que les autres pays de l'Union européenne ne veulent pas prendre. Donc en fait, tout ceci pour dire que nous sommes face à un gigantesque théâtre d'ombre, mais aussi face à des procédures extraordinairement hypocrites qui sapent l'autorité de l'État. Il faut savoir que dans le monde de l'immigration, des gens qui fuient leur pays parfois à cause de la guerre, parfois aussi à cause de la pauvreté, parfois aussi par manque d'emploi, parfois parce qu'ils veulent trouver une vie meilleure, parfois parce qu'ils sont pourchassés par leurs idées politiques. Ils ont souvent des motifs justifiés pour essayer de tenter leur aventure ailleurs, mais la question qui se pose, c'est est-ce que l'Europe occidentale en général et la France en particulier doivent donner leur accord à ceci? Il est là le problème de fond. En particulier face à un continent qui est en pleine explosion démographique. Et de ce point de vue, je trouve que nous avons affaire à des irresponsables sur l'ensemble de la scène politique française, tout spécialement d'ailleurs à gauche ou à l'extrême gauche, puisqu'il faut quand même que tout le monde regarde ce qui est en train de se passer en termes démographiques. Il y a une formule que j'ai déjà souvent dite
qui consiste à dire qu'un homme politique, c'est quelqu'un qui surveille et réfléchit à la prochaine élection, alors qu'un homme d'État est celui qui pense à la prochaine génération. Une génération, en gros, c'est 25 à 30 ans, une petite trentaine d'années. Alors qu'est-ce que sera le monde en 2050 ? Si je veux être un vrai homme d'État, je dois dire aux Français qu'est-ce que va être le monde en 2050 ? En 2050, nous avons des statistiques de l'ONU qui nous indiquent que les pays de l'ensemble du continent européen, dans l'Union européenne ou en dehors de l'Union européenne, l'ensemble du continent européen passera actuellement de 740 millions de personnes à 700 millions. Nous sommes en déclin démographique. Au même moment, de 2022 à 2050, l'Afrique, au sens large, l'ensemble du continent africain, devrait passer de 1,4 milliard d'habitants à 2,5 milliard d'habitants, c'est-à-dire plus 79%, c'est-à-dire plus 1,1 milliard d'habitants, ou si vous préférez, en l'espace des 28 prochaines années, l'Afrique va s'accroître d'une population équivalente à 1,5 fois l'ensemble de la population des pays d'Europe, y compris les pays qui ne sont pas dans l'Union européenne. C'est quand même un véritable sujet qu'un responsable doit regarder en face. La question qui se pose est donc de savoir qu'est-ce que l'on fait. D'autant plus que si l'on poursuit les statistiques, d'après d'autres statistiques, je crois, du Programme des Nations Unies pour le développement, à la fin du siècle, en l'an 2100, la population européenne devrait être tombée à 5,8% de la population mondiale, alors que l'Afrique pourrait atteindre 39% de la population mondiale, avec, je crois, quelque chose comme 3 milliards 500 millions d'habitants. Donc face à ça, la question qui se pose, c'est quand même de savoir ce que l'on fait tous ensemble. Et je trouve d'une irresponsabilité folle tous les dirigeants politiques de quelque bord qu'ils soient. D'une part, ceux qui sèment des germes de guerre civile, d'hostilité aux populations du Sud, parce que c'est pas comme ça qu'on va régler les problèmes si on entretient un climat de guerre civile. Mais de l'autre côté, ça n'est pas mieux non plus, en montrant que l'État en France n'a aucune autorité et en faisant passer des clandestins dès que ceux-ci le souhaitent. La question se pose d'une façon encore plus cruciale et critique en ce moment dans un département dont j'ai parlé tout à l'heure, qui est le département de l'île de Mayotte. À Mayotte, officiellement, il y a quelque chose comme 200 000 habitants. Officieusement, on dit sous le manteau qu'il y en aurait 450 000, et officieusement encore plus, on dirait qu'il y aurait plus d'un demi-million maintenant de personnes sur l'île de Mayotte. Je m'y étais rendu personnellement depuis l'île de la Réunion, et j'avais eu une conversation avec un responsable local des forces de l'ordre qui m'avait expliqué que les chiffres actuellement disponibles sont totalement faux. Il y a un afflux migratoire absolument considérable à Mayotte venant des 3 îles de l'archipel des Comores. J'ai été, et on peut en témoigner, vous pourrez retrouver des vidéos depuis des mois, des années même, où je tire la sonnette d'alarme sur Mayotte en disant que c'est une bombe qui va exploser. J'avais d'ailleurs prévu dans le programme présidentiel que je voulais présenter aux Français, mais j'en ai été interdit, comme vous le savez, j'avais notamment prévu de supprimer le droit du sol à Mayotte. Mais je n'avais pas prévu que ça. J'avais prévu également une politique pour régler cette question qui est l'une des principales questions auxquelles la République française et le peuple français doivent faire face dans les années qui viennent. Alors je voudrais terminer justement cette vidéo par les solutions que je propose. Les solutions que je propose, c'est d'abord de réfléchir tout simplement au fait que si l'Afrique était riche, s'il y avait des emplois, s'il y avait des entreprises, eh bien il n'y aurait plus d'émigration. Il y aurait plutôt une émigration dans le sens inverse. On le constate d'ailleurs dans certains cas,
puisque, par exemple, dans un pays qui s'appelle l'Angola, qui est une ancienne colonie portugaise, et qui a connu une très forte croissance économique, notamment parce qu'on y a découvert des puits de pétrole offshore, parce qu'on y découvre des matières premières tout à fait rares, des métaux précieux, des pierres précieuses, de l'or, etc., eh bien, c'est un pays qui s'est développé très rapidement. Et il y a désormais plus d'émigrés portugais en Angola que d'émigrés angolais au Portugal. Ça veut donc dire que les flux migratoires dans ce cas précis, entre l'Angola et le Portugal, sont devenus équilibrés. Il faut donc voir comment faire pour développer le continent africain. Et ça, de ce point de vue-là, je trouve que les dirigeants français sont d'une irresponsabilité absolument criminelle. Pourquoi je dis ça ? Parce que nous devons tout faire pour développer l'Afrique. Développer l'Afrique, ça veut dire notamment réorienter l'aide que nous versons par dizaines de milliards d'euros. D'une part aux pays de l'Est qui nous crachent à la figure pour acheter des produits américains ou chinois, d'autre part à l'Ukraine, où je rappelle que nous avons versé collectivement, les États-Unis et l'Union européenne, au moins une centaine de milliards d'euros à ce régime de M. Zelensky qui est corrompu jusqu'à la moelle. Il faut savoir ce que l'on veut. Est-ce que la France veut continuer à donner chaque année peut-être 15 à 20 milliards d'euros à des pays de l'Est européens, ou est-ce qu'elle veut plutôt essayer de stabiliser les populations du Sud en favorisant le développement économique local ? Il ne faut pas croire que les pays d'Afrique seraient condamnés à végéter toujours dans la pauvreté. Ça n'est pas vrai. J'ai donné l'exemple de l'Angola. Il y a un pays, l'Afrique du Sud, qui s'était déjà largement développé, que l'on peut légitimement considérer comme un pays qui est en partie développés. Il y a des pays au Maghreb qui se sont quand même bien développés. Il y a des pays comme le Sénégal qui ont des taux de croissance à faire vraiment rêver les Français du fait justement de découvertes, notamment je crois aussi de pétrole offshore, mais aussi d'une nouvelle génération qui prend les choses en main. Le devoir de la France, plutôt que de quitter l'Afrique, plutôt que de donner de l'aide au développement aux pays d'Europe de l'Est, devrait être au contraire de favoriser les implantations d'entreprises françaises en Afrique, devrait être en fait de donner beaucoup plus d'aide au développement vers l'Afrique, devrait être également de changer les rapports politiques avec l'Afrique, arrêter avec ce sentiment de domination néocoloniale que nous donnons aux peuples africains, enfin pas moi, pas les gens qui m'écoutent, mais les dirigeants français. Il faut arrêter ces relations de domination néocoloniale. J'en avais d'ailleurs déjà parlé maintes fois. J'ai maintes fois proposé d'aider les pays d'Afrique qui le souhaiteraient, s'ils le veulent, à sortir du franc CFA. Certains peut-être ne le voudront pas, d'autres le souhaiteront. On les favorisera, on aidera ceux qui souhaitent sortir. On rétablira surtout des relations d'État à État. La France n'a pas à se mêler de la politique intérieure des pays d'Afrique, pas plus que des pays d'Asie, des pays d'Amérique latine ou des pays d'Europe. Il faut en finir avec cette volonté permanente de donner des leçons de morale aux autres. Je me permets de rappeler aussi que j'avais proposé, si nous sortions de l'Union européenne, de créer une communauté des pays francophones qui pourrait se situer à Paris ou ailleurs d'ailleurs, mais à Paris, compte tenu, je vous rappelle que j'avais proposé de transférer l'UNESCO qui est à Paris dans les locaux laissés libres du Parlement européen à Strasbourg puisqu'on quitterait l'Union européenne, et de créer recréer une communauté des États francophones où on aurait à égalité tous les pays francophones s'ils sont d'accord pour avoir des politiques mondiales, par exemple en matière de commerce international, en matière internationale, pour avoir une espèce de voix de la francophonie. Voilà ce que je pense. Et je pense aussi qu'il faut, s'agissant de Mayotte, Mayotte est un cas d'école de ce qui se passe. À Mayotte, le gouvernement français, l'État français, verse à l'archipel des Comores 20 millions d'euros par an en aide directe. Je ne parle pas de ce qui transite par l'Union européenne, qui se perd d'ailleurs dans des sables mouvants. Mais la France donne 20 millions d'euros par an à l'archipel des Comores
alors que nous avons donné, je l'ai dit tout à l'heure, des milliards d'euros aux pays de l'Est, et depuis le début de cette année, il semble que nous en soyons à 1,5 milliard d'euros versés à M. Zelensky à Kiev. Eh bien moi je dis que c'est une politique dingue. J'estime que nous n'avons aucun argent à donner à M. Zelensky à Kiev, que la question de l'Ukraine et de la Russie est une question qui n'a pas commencé le 24 février, mais qui a commencé avec la volonté des États-Unis d'Amérique de progressivement mettre l'Ukraine sous l'Union européenne et sous l'OTAN, et ensuite de démanteler la Russie. Cela ne nous concerne pas. Donc si j'étais à l'Élysée, je n'aurais pas versé rien. Je n'aurais rien versé à l'Ukraine, je n'aurais pas pris de sanctions contre la Russie, mais en revanche, je donnerais beaucoup plus d'argent aux pays de la francophonie, notamment aux pays d'Afrique, et en particulier, puisque j'en parle, à l'archipel des Comores. L'archipel des Comores, c'est un petit archipel. Si au lieu de donner 20 millions d'euros par an, on mettait 200 millions d'euros, 10 fois plus, à l'échelle de la France, c'est tout petit. Quand on voit comment Macron a dilapidé l'argent public, plus 500 milliards d'euros de dette avec le confinement, on voit que ce sont des sommes qui sont raisonnables. Mais avec ces 200 millions d'euros, je dirais au gouvernement de Moroni de la Grande Comore, je lui dirais qu'il faut créer des hôpitaux, un service de santé, un service de retraite, des écoles professionnelles, par exemple des écoles hôtelières pour créer, parce qu'il y a quelques ressources potentielles aux Comores. C'est un pays dont les ressources touristiques sont admirables, sont absolument pas exploitées. Il pourrait y avoir quelques grands hôtels qui emploieraient de la main-d'œuvre comorienne. Il pourrait y avoir aussi de la fabrication de façon un peu industrielle, des ressources agricoles de l'archipel, comme par exemple la fleur l'ylang-ylang, qui est à la fois un parfum très suave des îles de l'océan Indien, mais c'est aussi un fixateur en parfumerie, ou bien la vanille. Les vanillés aux Comores sont à peu près de la même qualité que ceux à Madagascar ou à l'île de la Réunion. Donc développer les Comores du point de vue économique. Et comme c'est un petit archipel en définitive, je pense qu'on pourrait le sortir de la pauvreté et de la misère, et que naturellement ça freinerait, ça amènerait à zéro en fait le flux de migrants qui se rendent à Mayotte. Surtout si par ailleurs on a supprimé le droit du sol. C'est la seule façon de régler le problème de Mayotte. J'aimerais que M. Macron nous dise comment il va régler le problème de Mayotte. J'aimerais que M. Mélenchon, Mme Le Pen, M. Zemmour nous disent comment ils vont régler le problème de Mayotte. Moi, je le propose d'une façon extrêmement précise, extrêmement concrète, respectueuse des gens et respectueuse du développement économique que nous devons à des pays qui sont francophones, francophiles et qui d'ailleurs disposent d'une communauté en France significative. Il y a beaucoup de Comoriens en région parisienne et surtout dans la région de Marseille. Voilà. Donc, si la France veut continuer à être présente dans l'océan Indien et à avoir des relations d'amitié, il faut absolument qu'elle règle ce problème de Mayotte, qui sera un laboratoire pour d'ailleurs les autres pays de l'Afrique. Et il ne faut pas faire comme Macron à aller ricaner de façon sardonique et sadique lorsqu'il avait dit, vous vous rappelez, qu'on pêchait beaucoup de Comoriens dans le canal de Mozambique avec les kwassa-kwassa qui sont ces embarcations. En Guyane, il y a des tapouilles et des kwassa-kwassa. Hein? Ah non, c'est en Mayotte, les kwassa-kwassa. Pour les gens, vous êtes un connaisseur. Mais le kwassa-kwassa pêche peu. Il amène du comoréen. C'est différent. Je voudrais dire d'ailleurs encore un dernier point sur Mayotte. C'est que lorsque j'étais allé à Mayotte, le représentant des forces de l'ordre que j'avais rencontré m'avait posé une question à laquelle je n'avais pas su répondre et à laquelle il m'avait donné la réponse. Il m'avait dit « Est-ce que vous savez comment font les habitants d'Anjouan, de Mohéli ou de la Grande Comore pour venir à Mayotte ?» Ils prennent des kwassa-kwassa, ces petites embarcations. Ils partent de l'île la plus proche, qui est l'île d'Anjouan. Et donc, ça, jusque-là, je savais. Mais après, il m'a dit, mais comment? Quelles sont ces embarcations? Je dis, j'en sais rien. Alors, ce sont des embarcations à fond plat qui peuvent emporter 60 à 70 personnes. Et il y a des plages d'Anjouan, on le sait, le représentant des forces de l'ordre me l'avait dit. Il y a des embarcations qui sont
sur des plages d'Anjouan, on sait où ils sont, mais il y en a 6, 7, 8, 10, 15, 20, 25, 30 qui sont alignés les unes à côté des autres. Et il me dit, savez-vous comment il faut faire pour transporter 60 ou 70 personnes ? Je dis, non. Il faut des moteurs extrêmement puissants. Ce sont des moteurs Yamaha qui valent une fortune. Et aussitôt, je lui avais dit, mais ils font comment pour avoir ces moteurs ? Mais il me dit, toute la question est là, justement. Puisque lorsque le Kwassa arrive à Mayotte, il est en général coulé ou saisi. On ne le laisse pas repartir. D'ailleurs, tout le monde débarque. Et la maréchaussée saisit les moteurs Yamaha. Et donc, il m'avait dit, ces moteurs coûtent très cher. Ça n'est pas dans la possibilité des habitants d'Anjouan de se payer de pareils moteurs. Et d'ailleurs, il faut les importer du Japon. Et donc, je lui ai dit, mais alors qui paye ? Et il m'avait répondu du tac au tac. Alors, je ne sais pas si c'est vrai. En tout cas, ce que je sais, c'est que le témoignage que je vous dis là est exact. Il m'avait répondu du tac au tac, on sait que c'est l'émir du Qatar. Alors, ceci pose également des questions. Parce qu'il faudrait peut-être aussi s'intéresser à qui finance ces transferts de population, de la même façon, comme je le disais tout à l'heure, avec SOS Méditerranée, où j'ai dit qu'il y avait George Soros qui était dans le coup, mais peut-être y a-t-il aussi certains de nos amis des Émirats, de nos amis entre guillemets, et en particulier de ce fameux Émirat du Qatar qui fait actuellement la une de tous les journaux, mais qui nécessiterait une autre vidéo. En tout cas, voilà, moi je mets sur la table des propositions extrêmement précises, concrètes et visionnaires. 1. Nous devons sortir de l'Union européenne, nous devons récupérer notre souveraineté nationale, nous devons réorienter notre aide vers les pays du Sud qui en ont besoin pour se développer. 2. Nous avons besoin que les pays du Sud se développent pour qu'ils puissent maîtriser leurs flux migratoires. D'ailleurs, le développement économique partout et toujours a amené une baisse du taux de natalité, qui d'ailleurs est en cours, contrairement à un propos raciste qu'avait tenu Macron il y a quelques années, où il avait dit que les femmes africaines faisaient 7 à 8 enfants, ce qui n'est pas vrai. D'abord, les femmes africaines, il y a des pays en Afrique, tous les pays ne sont pas identiques, il y a au contraire que des situations particulières, mais globalement, le taux de natalité en Afrique est maintenant de l'ordre de 4 enfants par femme, ce qui reste beaucoup, évidemment, par rapport à l'Europe, d'où les statistiques démographiques que j'évoquais tout à l'heure, mais ce qui témoigne de pays en transition. La France doit favoriser cette transition, doit favoriser la maîtrise démographique dans les pays du Sud. Elle doit favoriser également le développement économique des pays de l'Afrique. Elle doit revenir à une amitié sincère avec les pays d'Afrique. Elle doit chasser les miasmes du néocolonialisme, elle doit éventuellement mettre un terme avec les pays qui le souhaitent au franc CFA, elle doit donner le maximum d'aide au développement, et pas seulement de l'argent, mais aussi des coopérants, des enseignants, pour développer les pays de l'Afrique, à commencer par ce petit échantillon de laboratoire que représente l'archipel des Comores. Voilà. Sinon, si on ne fait pas ça, la situation va continuer de s'aggraver. J'avais dit il y a peut-être 5 ou 6 ans que la situation à Mayotte était explosive et que ça risquait de déboucher sur une guerre civile. Nous y sommes pratiquement. D'ailleurs, les grands médias gardent un silence gêné sur cette affaire. Ça n'est pas avec la politique de l'autruche qui consiste à cacher les problèmes qu'on fera avancer la situation. Moi, je regarde en homme d'État ce que devrait être la France en 2050, un pays ayant des relations très importantes, économiques notamment, mais aussi universitaires, en matière financière, en matière géopolitique, en matière diplomatique avec les pays de l'Afrique, mais un pays qui aura gardé et conservé son identité nationale majoritaire. Vive la République et vive la France.